Alors, autre partie du territoire, on se pose quand même la question, et je sais que là, ça va interroger le général Chauvency. Les Russes ont-ils un problème de chars? Il semblerait que oui. Alors attention, c'est pas si simple que ça. Si on écoute le porte-parole des opérations du Sud, écoutez. Depuis longtemps, on voit qu'il y a une interdiction sur l'utilisation des véhicules blindés lors des assauts. Au début, ils menaient leurs attaques de manière classique, en utilisant des véhicules blindés. Mais cette tactique a été très rapidement abandonnée et aujourd'hui, les raids sont uniquement menés par les groupes d'infanterie. Est-ce qu'il faut faire un lien avec la bataille de Kupiansk, général? Est-ce que c'est simplement... Parce qu'on avait dit à Kupiansk il y a quelques jours, ils sont en train de masser 500 chars, c'était les infos qu'on avait. Ça peut avoir un sens militairement de demander à, dans certains endroits aux fantassins de se débrouiller tout seuls, si j'ose dire, sans vraiment d'appui, pour aller renforcer ailleurs? Dans tous les cas, des fantassins montant à l'assaut sans appui, ils vont à la mort. Donc, c'est pas possible. Je ne dis pas que c'est pas possible, parce qu'on l'a vu. Donc c'est possible. Maintenant, ce n'est pas très raisonnable. Surtout pour ceux qui montent à l'assaut. Voilà, donc maintenant que les blindés soient en appui, ce serait normal. Donc là, j'ai du mal. Il faut quand même y avoir que c'est le porte-parole ukrainien qui le dit. C'est pour ça que je vous disais, voilà. Attention, c'est pas si simple. Voilà, donc que finalement on économise ces chars, je sais pas, en tactique, au combat, l'infanterie n'avance pas seule, elle avance avec de l'artillerie devant, qui appuie devant, et les chars derrière. Alors voilà, c'est la question que je vais vous poser. Ça se coordonne comment? On a l'artillerie, les fantassins, les chars. L'artillerie prépare le terrain, casse les résistances, l'infanterie avance, les chars appuient avec des canons qui tirent à 1500, à 2000 mètres, 3000 mètres. Mais ça dépend du terrain. Et dans un monde parfait, il y a l'aviation aussi. Mais... Voilà, et les hélicoptères comme l'Alligator dont on vient de parler. Donc voilà, vous avez une cohérence. Maintenant, tout dépend du terrain. Le fantassin n'avance pas sur des plaines dégagées comme on les a vues. Bien sûr. Et surtout dans le sud. Donc j'ai du mal à croire qu'on envoie les fantassins sur des plaines comme ça, où finalement ce sont des cibles, même de très loin. Maintenant, à Gvizka ou à Kupiansk, c'est un peu différent. Donc il y a cette organisation artillerie, fantassins, blindés, hélicos ou avions, c'est cohérent. Dans le sud, je n'ai pas vu du terrain qui était très propice à des déboulements d'infanterie, parce que voilà, c'est une hypothèse. Voilà. Ceci dit, Magali, ils ont quand même des problèmes de chars, parce qu'il y a quelques jours, il y a 3 semaines, on disait que la Russie avait perdu près de 85% de ses chars depuis 2 ans. Il y a des images qui ont beaucoup agacé le Kremlin. Vous allez les voir, on est dans la zone de Donetsk. C'est une colonne de 11 chars détruits par des drones ukrainiens. Ça fait penser d'ailleurs à la colonne de chars à Kiev au début de la guerre qui avait été détruite. Ça, c'est une réalité. Une dizaine de chars détruits d'un coup quasi. Voilà. D'après les informations, alors qui sont données par des experts indépendants d'ailleurs, je voudrais le préciser, ils avaient à peu près 4000 unités les Russes au début de la guerre, ils en seraient à 300 aujourd'hui. C'est Forbes qui dit oui, mais ça peut changer le cours des choses. Ils ont un problème de chars. Ils ont un problème de chars parce qu'ils en ont énormément perdu depuis le 24 février, depuis le début de cette guerre. Alors, ils avaient énormément de stocks, évidemment, datant de l'armée soviétique. Et ils ont mis, et on les a vus sur le terrain, des chars vraiment très anciens, des vieux modèles. Mais c'est vrai qu'ils en ont perdu une immense majorité. Alors, il y a les drones, bien sûr, et on voit en effet sur ces images à quel point ces drones qui arrivent à viser directement les tourelles de chars et font vraiment des ravages. Les Ukrainiens ont le même problème également. Bien sûr, oui. Et puis, il y a les mines aussi qui ont été posées sur le territoire. Il y a d'autres vidéos que l'on peut voir sur les réseaux sociaux où on voit ces chars russes qui sautent sur les mines. De la même façon qu'on a vu des chars ukrainiens qui avaient là aussi la même difficulté. C'est vrai que la transparence du champ de bataille que donnent ces drones qui permettent de survoler des deux côtés, ça fait que tous ces engins lourds sont extrêmement vulnérables. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que, alors évidemment, toute l'industrie russe s'est mise en ordre de bataille pour essayer de sortir des chaînes de montage davantage de chars. Mais en fait, le chiffre, d'après les dernières estimations, on dit que la Russie produit ou ne modernise que 390 blindés par an.
Et encore. Même Forbes dit, et encore, c'est sans doute un peu surévalué. Et encore. Donc, vous comprenez bien que s'ils en perdent, s'ils en ont perdu 3000, 390 par an, ça ne va pas suffire. Donc, il est certain que ça les oblige à faire attention. Et ils ont même problème, d'ailleurs, aussi sur les munitions. Enfin, on dit toujours que les Européens, les Américains n'arrivent pas à livrer suffisamment à l'Ukraine. Mais il faut savoir que l'industrie de guerre russe aussi a du mal à sortir autant de ces chaînes d'approvisionnement qu'elle le voudrait. Très souvent, vous savez, on voit Medvedev, le vice-président du Conseil de sécurité, qui fait le tour des chaînes de montage et qui, lors de la dernière visite, a tapé du poing sur la table en disant ça ne sort pas assez vite. Mais d'ailleurs, Forbes va même plus loin. Ils disent que Moscou, Arlette, perdrait plus de chars qu'il ne pourrait en remplacer, pourrait être bientôt donc à court de véhicules blindés, ce qui pourrait carrément l'empêcher. Non, c'est pas celle-ci. Pardon. Moscou perdrait plus de chars qu'il ne pourrait en remplacer, pourrait bientôt être à court de véhicules blindés. Un scénario qui pourrait l'empêcher de poursuivre une longue guerre d'usure. Oui. Et ça interpelle quand même, parce qu'effectivement, si ça change le calendrier des Russes, c'est plus la même chose. Hein. Je suis incapable de dire si ça changera le calendrier, pas non, le calendrier, sûr, mais... la guerre longue. On sait de toute façon, il faut tenir jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à l'automne, jusqu'à l'élection de Trump qui soulagera Vladimir Poutine. Il faut tenir. Ils ont quand même des munitions, plus que n'en ont aujourd'hui, évidemment, les Ukrainiens. Mais c'est vrai qu'il y a des doutes quand on regarde sur les chiffres qui sont donnés. Ils avaient promis, les Russes, de multiplier effectivement la production de chars par 3 et ça ne se voit pas sur le terrain. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi à multiplier effectivement leur production par 3, alors qu'on voit bien que s'il y a une économie de guerre, c'est quand même la Russie qui est effectivement passée en économie de guerre avec des usines qui se sont transformées et qui fabriquent effectivement ce que nous, on ne peut pas faire. Mais c'est ça, les régimes autoritaires. On peut transformer une entreprise qui fabrique du matériel courant et échanger et embaucher beaucoup, parce qu'ils ont beaucoup embauché aussi, pour produire des armes. Mais c'est vrai que sur les chars, il y a un mystère des chiffres, de chars qu'on n'a jamais vus sur le terrain, de chars qui ont disparu. Il y a une seule certitude, c'est qu'ils ne sont pas très doués pour l'utilisation des chars, parce que leur système de colonnes fait qu'à chaque fois, ils se font taper par les Ukrainiens. C'est le seul motif de satisfaction pour nous. Apparemment, les Ukrainiens en ont récupéré 500 déjà des chars russes, alors qu'ils ont récupéré pour pièces détachées, pour les réparer eux-mêmes ou pour les analyser. Nous, on continue à en livrer. Il y en a encore dans le catalogue ou pas? Je ne suis pas général. Alors, j'ai posé une colle. Non, c'est pas... parce que le général se défile. Non, mais par rapport à ce que disait Arlette Chabot, je crois qu'il ne faut pas non plus sous-estimer le poids des sanctions européennes et internationales. Parce qu'il ne suffit pas de déclarer comme ça, ipso facto, qu'on se met en économie de guerre. Nous en sommes à 12e train de sanctions, bientôt un 13e train de sanctions, ce qui signifie que cela, quand même, concerne les hautes technologies, les technologies militaires de pointe, et que donc on a beau vouloir se mettre en économie de guerre, eh bien cela impacte quand même la mise en œuvre de cette volonté politique. Et donc pour moi, ça se traduit non seulement dans la fabrication des chars, mais également dans la réparation de ces chars, dont bientôt certains sont obsolètes, connaissent des dysfonctionnements, ne sont plus en état de fonctionner. Donc il y a aussi cela qu'il faut prendre en compte, s'agissant effectivement de cette incapacité des Russes d'aller plus loin, selon moi. Oui, parce que, général, ça a une durée de vie limitée, un char, si on ne l'entretient pas. Oui. La guerre, elle a commencé il y a 2 ans. Les chars qui étaient sur le terrain il y a 2 ans, là, il faut absolument les mettre en maintenance. Non, enfin, la question, oui, il peut y avoir de la maintenance, mais en fait, vous avez vraiment des équipes qui, enfin, nous, c'est comme ça que ça marche chez nous. Vous avez des équipes derrière qui accompagnent, c'est la logistique et le maintien en condition, même sur le champ de bataille. Donc, les équipages entretiennent le matériel. Après, vous avez effectivement des opérations qu'on dit d'échelons supérieurs, avec des équipes plus spécialisées. Et puis, à la fin, peut-être, effectivement, il faut les renvoyer en usine, éventuellement, ou dans un centre encore plus spécialisé. Nous, on a 2 niveaux. Aujourd'hui, à une époque, on en avait 3. Hein. Voilà. Mais ça se répare. Immédiat et puis Et la question qui se pose en fait, c'est la sophistication des chars. Aujourd'hui, nous on serait très ennuyés vu que nos chars sont très électroniques, je dirais, et que là, ça dépend. Le pilote ou le tireur n'est plus capable de se régler son problème de maintenance. Donc on est obligé d'aller à l'arrière. Par contre, les chars russes, c'est pas ça, c'est du rustique. Donc théoriquement, un pilote est capable de traiter une partie des pannes et de répondre à la question. Est-ce que on sait si, parce qu'ils sont sans doute donc à court de chars, est-ce qu'on sait si, par exemple, les Nord-Coréens livrent ce genre d'équipement? À la date d'aujourd'hui, les Nord-Coréens, on a parlé de missiles et de munitions.
La livraison des chars, on n'en a pas parlé, ça n'a pas été décelé. Ça se voit. Ça se voit, même si c'est des chars a priori. Alors, je ne suis pas certain qu'il y ait une production nationale coréenne du Nord sur les blindés. Mais c'est vrai que là, on redécouvre les batailles, jusqu'à la bataille de Kursk en 1943, des destructions massives de chars sur le champ de bataille. Les images que vous avez montrées tout à l'heure, on voit les chars se faire démonter, mais on voit la plaine et on voit les chars les uns après les autres se faire détruire. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord sur la tactique. Vu le terrain, où vous submergez l'ennemi avec des centaines et des centaines de chars et vous pouvez espérer passer. Autrement, si vous n'avez pas beaucoup sur le terrain, effectivement, vous faites démonter char après char. Oui,